Mais l'apaisement ne peut pas être le retour en arrière. L'apaisement ne peut pas être de ne pas respecter l'expression populaire qui s'est déjà jouée. Emmanuel Macron en Nouvelle-Calédonie après 9 jours de violence. Le chef de l'État est à Nouméa pour une journée. Il a regretté un racisme qu'on ne pensait pas voir revenir et a garanti le retour de l'ordre républicain. Des papillots à Otomoro, mais sans doute pas à Vaitupa. Les forains commencent à monter leur manège pour 10 semaines de fête, mais pas partout. Dans 2 mois, les Jeux Olympiques. Cette semaine, la Tahiti Pro. Le tube de Teahupo'o attire tous les regards. On se penchera sur cette exposition en fin de journal. Et nous parlerons surf, mais aussi bilan avec Nahema Temari, la ministre des Sports, de la Jeunesse, de la Prévention contre la délinquance et notre invité ce soir. Bonsoir et bienvenue dans ce journal. Le président de la République a débuté ce matin sa visite éclair en Nouvelle-Calédonie. Il doit installer une mission de dialogue sur l'avenir institutionnel. Elle sera composée de 3 hauts fonctionnaires. Emmanuel Macron a souhaité un retour le plus vite possible à la paix, au calme et à la sécurité, sans pour autant évoquer le report de la réforme. Le reportage d'Esther Cuneo. Il a posé le pied sur le tarmac, accompagné des ministres de l'Intérieur, des Armées et des Outre-mer. En Nouvelle-Calédonie, la visite surprise du chef de l'État ne doit durer que 12 heures. 12 heures pour renouer le dialogue, s'entretenir avec des élus, mais aussi des acteurs économiques de l'archipel, que les violences ont plongé dans une crise économique. Beaucoup de populations souffrent aujourd'hui d'une situation de grande crise. Soit que certains de nos compatriotes soient malades, soit que d'autres aient beaucoup de mal aujourd'hui à s'alimenter. Donc c'est la priorité aujourd'hui de cette visite. Nous aborderons évidemment les questions de reconstruction économique, de soutien, de réponse rapide, et puis les questions politiques les plus délicates pour parler de l'avenir justement de la Nouvelle-Calédonie. Est-ce que 12 heures sur place suffiront? Nous verrons. Merci. Je n'ai pas de limite, bien sûr. À l'occasion d'une première réunion avec des élus locaux, le chef de l'État s'est montré plutôt défavorable à une prolongation de l'état d'urgence, à condition de lever tous les barrages et de rétablir l'ordre. Au moment où je vous parle, il y a 3000 forces de sécurité intérieure en Nouvelle-Calédonie. Dans les prochaines heures arriveront les compléments. Donc il y aura 3000 dans quelques heures. Et 23 EGM équivalents. Ce qui est inédit, et d'ores et déjà, depuis plusieurs jours, il y en a plus qu'il n'y en avait au moment du 3e référendum. Je vais être ici très clair. Ces forces resteront aussi longtemps que nécessaire, même durant les Jeux Olympiques et Paralympiques. Pas question en revanche pour le président de revenir en arrière sur le résultat des 3 référendums qui ont acté le maintien du caillou dans la République. Non, il nous faut reprendre dans l'intégralité des choses et voir aussi comment trouver ce que j'appellerais l'apaisement constructif. C'est-à-dire retrouver le calme, la capacité de trouver au rythme du dialogue et une solution. Mais l'apaisement ne peut pas être le retour en arrière. L'apaisement ne peut pas être de ne pas respecter l'expression populaire qui s'est déjà jouée. L'apaisement ne peut pas être de nier en quelque sorte un chemin qui a déjà été fait. Enfin, le chef de l'État n'a pas évoqué une pause dans la réforme électorale, ni comment il entendait déminer ce qui fut le détonateur des émeutes, à savoir le vote à l'Assemblée nationale du dégel du corps électoral de la Nouvelle-Calédonie. 60 poches de sang envoyées en urgence de Polynésie en Calédonie. Depuis le début des émeutes, les dons de sang sont à l'arrêt au Médipôle de Doumbéa. Aujourd'hui, les routes ne sont pas encore sécurisées autour de l'hôpital. L'accès aux soins est très compliqué. Esther Cuneo sur des images de l'agence France Presse. Des carcasses jonchent encore les routes par endroits, comme ici à l'entrée du Médipôle, dans le Grand Nouméa. Situé non loin des affrontements, l'hôpital n'a pas subi de dégradation. Mais les routes qui y mènent sont loin d'être sûres. Difficile d'y entrer, difficile également d'en sortir, pour les patients comme pour le personnel. À Nouméa, le centre de santé de la province sud s'est donc transformé en centre de médecine de ville, avec un service de protection maternelle et d'urgence. Pour bébé Martin, tout va bien. On se revoit dans une semaine ici pour le peser au centre. Donc tu reviens mardi prochain et puis on se revoit pour ton bébé. Et là, je te laisse après passer avec la session.
Depuis quelques jours, nous avons ouvert le centre en mode un petit peu urgence, c'est-à-dire qu'on a rapatrié le personnel qui était dans d'autres structures pour pouvoir monter en compétence sur le centre de l'espace santé. Et comme on n'a pas accès au CHT, donc on ne peut pas avoir accès aux urgences du CHT, ni avoir accès aux praticiens qui sont là-bas. Donc on fait un petit peu l'avant-garde de la prise en charge soignante. Si plus de 90 barrages ont déjà été neutralisés et progressivement nettoyés, des quartiers entiers restent difficilement accessibles. Dans ce contexte, le centre de transfusion sanguine de Nouméa est déserté par les donneurs. Pour éviter une pénurie, le Medipol s'est donc tourné vers son homologue du Fénois. On avait reçu dès le début des événements en Nouvelle-Calédonie des demandes parce qu'ils nous faisaient état de risques d'assèchement de leur stock de produits sanguins. Donc c'est bien le Haut-Commissariat qui nous a indiqué qu'il préparait un vol spécial et il nous demandait qu'est-ce qu'on avait comme disponibilité et sous quel délai. C'est étrange parce que depuis quelques jours, j'avais un afflux de donneurs de sang, ce qui m'a permis de gonfler mes stocks, de ne pas mettre la Polynésie en difficulté et également de permettre également le transfert de 60 poches pour la Calédonie. Les poches ont été acheminées sur le Gardien vers le Medipol, qui compte sur l'État pour établir le lien avec le reste de l'agglomération. L'instinct de survie nous a aidés, comme pour la période Covid, à lever la tête et à se dire allez on y va et on fait quelque chose pour pouvoir sauver la population. Un formidable élan de solidarité s'est mis en place depuis le début des émeutes et des drapeaux blancs font leur apparition avec l'espoir d'une reprise du dialogue. Cette solidarité s'exprime aussi par les dons et même par les prières. Jessica Doucet est à l'église Mariano Otero. Bonsoir Jessica, l'église catholique propose une prière œcuménique pour les Calédoniens. Effectivement, Mike, soutenir par la prière, c'est ce qu'ont choisi les personnes qui sont venues assister à cette messe œcuménique ici à Mariano Otero. Des personnes qui se sentent concernées ou qui ont vu les images qui passent sur les réseaux sociaux ou à la télé et les Polynésiens ne peuvent pas rester insensibles face à la situation. Il y a dans l'Assemblée des personnalités du Fénois, il y a des personnes politiques, mais il y a aussi des familles de la population de Calédonie. L'exemple de Henriette, Yorana Jessica. Alors, que pensez-vous de ce rassemblement et du fait que les religions se sont rassemblées, unies en prière pour la population de Nouvelle-Calédonie? Alors pour ce qui se passe actuellement, effectivement, je trouve que c'est une bonne action que toutes les religions se rassemblent en un seul lieu pour prier le Seigneur que la paix se rétablisse en Calédonie. Vous êtes originaire de Lifou, c'est bien ça? C'est bien ça. Vous avez régulièrement des nouvelles de vos proches, votre famille? Oui, j'ai des nouvelles de mes proches et je remercie le Seigneur parce qu'ils sont en sécurité là où ils sont. Je sais que la plupart des autres familles qui sont dans des endroits où il y a eu des émeutes, j'ai une grande pensée pour eux et je pense que tous ceux qui sont là ne sont pas venus pour rien. Ils sont venus pour soutenir en fait toute la population calédonienne. Alors quand on peut pas, les politiques ne peuvent rien faire, selon vous, il faut se retourner vers Dieu. Oui, et je le confirme, il faut se retourner vers Dieu. À un moment donné, quand on n'a plus de solution, il faut se tourner vers Dieu. Qu'attendez-vous exactement de ce rassemblement, du fait que toutes les religions sont représentées ce soir ici à Mariano Otero? J'attends que tout le monde puisse vraiment marcher dans l'amour, marcher dans la paix, la joie et je pense que c'est un meilleur moyen de pouvoir se soutenir. C'est le seul mot d'ordre que je peux donner, c'est le soutien dans la prière. On entend de belles mélodies derrière nous, est-ce que cela va apaiser? Oui, et effectivement la musique ça rassemble le monde entier. J'ai jamais entendu une musique qui sépare des personnes. La musique touche beaucoup de monde, peu importe d'où tu viens, la musique rassemble beaucoup. Merci Henriette de nous avoir consacré quelques minutes de votre temps. Voilà ce qu'on peut dire, Mike, ici à Mariano Otero. En tous les cas, la messe va durer encore plusieurs minutes. On estime à 2 heures de messe ce soir. Thomas Chabrol à la caméra, Jessica Doucet pour Tahiti Nui Télévision.
Merci Jessica, merci Thomas et merci également à Henriette pour ce beau message de paix. Vous les avez peut-être vus en descendant la RDO, les forains de Otomoro installent leur manège depuis 2 semaines. À Punoia, le Tiurei ouvrira à la fin du mois pour 10 semaines de festivités. En revanche, à Veitupa, la mairie privilégie cette année son Reiva. Les explications de Laure Philibert. Ils ont ressorti les manèges de leur hangar. Les forains de Punaouia préparent le Tiurei depuis le début du mois. Un Tiurei qui ne commencera pas au mois de juillet, mais bien plus tôt et avec un grand feu d'artifice. On ouvre toujours à peu près comme d'habitude sur Otomoro. Pourquoi ? Pour pouvoir travailler au moins 2 mois complets. Et pour combien de temps ? On va jusqu'au 11 août. L'année dernière, on a ouvert le 2 juin, mais comme le 2 juin, ça tombe dimanche, donc on a voulu ouvrir le 31 mai, ça fait 2 jours avant, juste la fin du mois, quoi. Cette année, les visiteurs auront le choix parmi une trentaine de snacks et autant de manèges. Côté prix, les tarifs des tickets restent inchangés, de 200 à 500 francs en fonction des attractions. C'est la chambre noire. Normalement, ceux qui viennent au Tiurei Otomoro, ils connaissent très bien. Il faut aller chercher des objets dans le noir qu'on demande au micro. Et ceux qui font le meilleur score, à la fin du Tiurei, ils gagnent une PS5. On doit installer des lumières, on doit emmener les casse-box, là où on lance le marteau pour gagner un boombox. Et ensuite, on a un nouveau jeu aussi. Et on n'a pas du tout terminé le concept. Il y a toujours eu ce vouloir de renouveler. Mais le souci est que chaque année, on est toujours en doute pour savoir si on aura le terrain déjà. Sur Otomoro, bon, on peut dire que ça fait depuis 2017 qu'on est là, mais on se pose toujours la question quand est-ce qu'on va nous jeter. Actuellement, il y a une partie du parking qui est occupée pour le stockage du remblai de Bel Air. Donc ça fait quand même une grosse perte de parking qu'on a. Je vais faire une demande pour le parc Veirei s'ils veulent bien accepter que les clients puissent se parquer là-bas aussi. Sur le site de Veitupa à Faa'a, aucune trace de papillons. Ils s'y installeront peut-être, dans le meilleur des cas, à la fin juin. La mairie, qui n'a pas souhaité nous répondre face caméra, indique qu'elle doit d'abord organiser les élections européennes et qu'elle priorise cette année les animations culturelles communales. Les forains, eux, attendent toujours de savoir s'ils pourront s'installer. La planète surf, elle, a les yeux rivés sur Teahupo'o. La Shiseido Tahiti Pro est lancée. En attendant le retour de la houle, le public et les fans se sont retrouvés hier soir pour la cérémonie d'ouverture. En cette année olympique, l'exposition de Teahupo'o est maximale et plusieurs surfeurs de la Tahiti Pro sont aussi qualifiés pour les Jeux. Thomas Chabrol et Merita Reto. Teahupo'o brille déjà. La 6e étape du circuit pro réunit l'élite du surf mondial, 24 hommes et 12 femmes. Le vainqueur des trials, Mihimana Bray, est prêt physiquement et mentalement pour se jeter à l'eau. Même si le Tahitien ne sera pas au rendez-vous des Jeux Olympiques 2024, cette épreuve du championnat du monde compte tout autant à ses yeux. Il affrontera dès le premier round Griffin Colapinto, premier mondial, et Italo Ferreira, champion du monde 2019. L'ancien champion du monde de 2019, l'année dernière, j'étais tombé contre la même personne, j'avais réussi voilà, je l'avais battu. Du coup, pression, certes, on a toujours une pression quand on fait de la compétition. Ceux qui disent qu'ils n'ont pas de pression, ils montent. Donc, il faut savoir la gérer. La vague de la passe de Havae est l'une des plus redoutées du circuit lorsque les conditions sont réunies. Les surfeurs ont tous envie de se frotter à elle. Le double champion du monde, John Florence, vise haut cette année, un 3e titre sur le Tour mondial et l'or olympique, ici même à la Presqu'île. C'est une grosse année, en effet. Il y a beaucoup de compétitions et de voyages consécutifs. Donc l'objectif, c'est aussi le repos et la récupération entre chaque événement. Je fais une pause entre chaque épreuve, je veux être prêt pour la suivante. Je ne vais pas en surf trip, je garde un bon équilibre tout au long de l'année. Oui, certains surfeurs sont déjà qualifiés pour les JO où ils vont se servir de cette compétition comme d'un entraînement. Je suis sûr qu'ils ne pensent pas qu'à gagner cette épreuve. Ils pensent à une médaille olympique, surtout celle en or. Nous avons des prévisions intéressantes et on peut s'attendre à du gros Teahupo'o, avec des vagues de bonne taille et de qualité, notamment en fin de waiting period. Si c'est le cas, les surfeurs vont pouvoir nous montrer de quoi ils sont capables. Teahupo'o, épreuve du Tour mondial depuis 25 ans et cette année 2 fois plus sous les feux des projecteurs.
Ces jeunes surfeuses et fans sont ravis. La course aux autographes est lancée. On est allé surfer à Teahupo avec, on a vu les filles, les pros, et il y avait Tatiana Weston-Webb avec nous. C'est incroyable. On est toutes dans le surf là, voir des gens comme ça, les stars quoi, du surf, c'est super impressionnant. Comme les surfeurs, le public et les fans attendent désormais le retour de la houle pour voir la mythique vague s'exprimer. Madame la ministre, bonsoir. Yorana Mike et Yorana à tous les téléspectateurs de Tahiti Nui Télévision. Alors l'un des chantiers qui a marqué votre première année de mandat, c'est bien sûr les Jeux Olympiques, en particulier le chantier de la Tour. On a senti des hésitations au cours de cette année autour des Jeux Olympiques. Est-ce qu'aujourd'hui, toutes ces hésitations sont levées ? Aujourd'hui, toutes ces hésitations sont levées. Tous les partenaires sont revenus à la table des discussions. Et j'ai le sentiment qu'on va pouvoir délivrer des Jeux Olympiques tels que notre pays s'y est engagé, si je ne me trompe pas, en 2019. Et aussi et surtout, tous se rassembler et ne faire qu'un derrière nos athlètes, parce que potentiellement, on a 2 jeunes Polynésiens d'une vingtaine d'années qui pourraient devenir des médaillés olympiques chez eux, Voire à la des maison. champions olympiques, effectivement. Tout à fait. Alors ces Jeux sont quand même très encadrés, on le sait. Ça peut générer aussi des frustrations pour des personnes qui pourraient ne pas pouvoir aller jusqu'à la vague. Comment est-ce qu'on peut vivre ces Jeux sans être directement sur la vague ? Effectivement, de tels événements sont chartés. Ça fait partie des règles de l'événementiel international. Et donc, il va falloir composer avec les engagements qu'on a pris. Mais aussi et surtout, et ça a fait partie de nos demandes, et je remercie Paris 2024 d'avoir été à notre écoute, on a réussi quand même à créer, à donner un petit peu d'accessibilité à la vague. Il y aura donc une fan zone sur le PK0. Nous avons également réussi à obtenir de Paris 2024 que cette fan zone où le bord de mer soit accessible aux résidents du bout de la route. C'est important parce qu'on a nos habitudes et qu'il faut composer avec nos spécificités. Ça, c'est vraiment un message qu'on martèle systématiquement, si ce n'est pas quasi quotidiennement. Et puis, il va y avoir donc des fan zones qui vont être déployées à Atimaono, à Papeete, sur Toata, avec là des écrans géants, la fête du sport de manière générale, mais également de la culture. Donc, ça va être l'occasion en période de vacances scolaires pour l'ensemble des familles, des associations, toutes les personnes qui voudront s'y rendre, de pouvoir passer un très bon moment en famille, entre amis et le tout gratuitement. Je reviens sur votre bilan. Votre première année au gouvernement, ça a été évidemment une découverte pour de nombreux ministres. Vous avez choisi un mode de communication un petit peu différent avec beaucoup d'affichage sur les réseaux sociaux. Vous dévoilez parfois aussi. Est-ce que ce mode de communication, c'est dû aussi à un changement générationnel ? Est-ce que c'est choisi ou est-ce que c'est naturel finalement chez des ministres plus jeunes ? Alors, c'est naturel, j'ai envie de dire, parce que c'est dans nos us et coutumes, à nous, cette génération montante. Mais c'est aussi le moyen pour nous de s'adresser directement au public, à la population. On a, par exemple, aujourd'hui, on est tenu par 4 minutes. Et donc, je ne vais pas pouvoir aborder tous les sujets que j'aimerais aborder. Et c'est systématique. Donc, oui, pour travailler avec les médias, et vous faites un travail exceptionnel, notamment quand le pays en a grandement besoin. Et là, je ne parle pas le pays, le gouvernement, mais bien la Polynésie française. Mais c'est important aussi de prendre position et de pouvoir expliquer ce qui est fait. Ça, c'est ma façon de voir les choses. Je respecte ceux qui ne sont pas d'accord avec. Mais mon objectif personnel, si je puis dire, au-delà de réussir la mission qui m'a été donnée, c'est d'inspirer la jeunesse. La jeunesse est très écartée du monde politique. Je pense qu'on peut vraiment compter sur les doigts d'une main les jeunes qui ont envie de venir prendre ces fonctions dans le contexte d'aujourd'hui. Mais c'est aussi ça, c'est de leur montrer qu'en fait, on peut faire différemment, que potentiellement, on peut avoir des mentors qui croient en nous, qui nous soutiennent, qui ne nous demandent pas d'être des bons soldats et des pions sur un échiquier, qui nous permettent d'exister comme on est. Et je pense que c'est le meilleur argument pour permettre à cette jeunesse de monter en puissance, parce que demain, on leur laissera notre pays entre les mains. Cette jeunesse, elle est confrontée à un fléau que vous reconnaissez, bien sûr, c'est l'ICE. Qu'est-ce que vous pouvez faire pour aider cette jeunesse, et en particulier les parents qui s'inquiètent pour leurs enfants face à ce fléau qui démolit vraiment la jeunesse et ces jeunes qui souffrent de ces addictions? Est-ce que le gouvernement a des outils pour eux? Le gouvernement a des outils pour eux, mais avant de déployer les outils, il faut avoir le constat. On le voit au quotidien, mais je ne peux pas me permettre, moi, en tant que ministre, de n'entendre que ce que moi je ressens, ce que je vois, et c'est que, malheureusement,
je vois dans la sphère privée. Ce qui est important, c'est d'avoir une bonne photographie et c'est donc tout l'enjeu de ce diagnostic. Je sais, j'ai vu sur les réseaux sociaux que les gens ont ricané, etc. Mais c'est pas grave. C'est important que les gens comprennent l'État a ses statistiques, la justice a ses statistiques, les associations ont leur vécu au quotidien parce qu'ils font un travail exceptionnel. Mais à un moment donné, rien n'est corrélé. On n'a aucune consolidation, encore une fois, des données. De toute façon, je pense qu'on n'est pas très bon dans la consolidation des données. Sauf que ces données, c'est un merveilleux outil de pilotage qui est aujourd'hui nécessaire pour permettre au gouvernement de prendre les bonnes décisions. Alors j'entends, on n'est plus bon sur la prévention, et je suis d'accord avec ça, mais il ne s'agit pas que de prévenir, puisqu'on a prévenu de très nombreuses années. Résultat des courses, ça fait 20 ans que la ICE détruit nos familles. Et l'objectif pour nous, ce n'est pas de dire qui a fait et qui n'a pas fait, il faut qu'on sorte de là. Le constat, il est le même pour tout le monde. Nos enfants, nos familles sont en danger. Donc dire que le jeune est consommateur de ice, je ne suis pas d'accord, parce que ça touche vraiment toutes les strates de la société et surtout tous les âges, malheureusement. Ce qui compte aujourd'hui, c'est de savoir où est-ce qu'on va mettre l'argent, parce qu'on parle de répréhension essentiellement, et ça c'est le rôle de l'État. De répression. De répression, mais derrière nous, il faut qu'on fasse de la prévention, et aussi un volet que personne n'a cherché à investiguer jusqu'à ce jour, c'est la réinsertion. Parce que si on prévient, mais que ça ne fonctionne pas, qu'on met en prison, mais que ça ne fonctionne toujours pas, eh bien, quelque part, il faut bien réinsérer ces enfants qui sont perdus. Je parlais des jeunes qui souffrent d'addiction, pas forcément les jeunes dealers. Est-ce que, donc, pour eux, il y aura prochainement un centre pour les suivre ? C'est effectivement en discussion avec le ministère de la Santé. On a le pôle de santé mentale qui ouvre. Alors, on n'a pas tant de lits que ça. Il y a 15 lits. Mais ça va permettre notamment à des associations de pouvoir monter en puissance, d'être aidées, notamment sur l'accueil téléphonique. Donc, vraiment, j'invite l'ensemble des personnes concernées par cette situation de pouvoir tout simplement répondre au sondage public que nous avons lancé il y a 10 jours avec donc l'équipe qui est en charge de ce diagnostic. Parce qu'aujourd'hui, après 10 jours de communication, et quand bien même les gens ricanent, on a quand même 200 réponses anonymes du côté des victimes, des témoins, et une vingtaine de réponses du côté des consommateurs. Donc, merci à tous de faire le pas. C'est jamais simple. En général, c'est un sujet tabou, mais je crois que sur ce sujet, il faut lever le tabou et on y va ensemble. Merci Madame la Ministre, et puis je vous rassure, vous avez finalement fait 6 minutes. Et bien voilà, comme d'habitude. Peut-être qu'il faudra prévoir un peu plus pour qu'on puisse s'exprimer plus longtemps. C'est ça, on le fera, et d'ailleurs on vous donne rendez-vous à tout le gouvernement le 3 juin pour le face à la population. Farira Manihini 2027, c'est la stratégie de développement touristique impulsée par Tahiti Tourisme. Le but, positionner dans les 5 prochaines années le Fénois comme une destination phare du tourisme inclusif et durable. Ce matin, Tahiti Tourisme a fait le point sur l'avancée de ce plan. Jessica Doucet et Laure Leilao. Faire de la population son plus grand atout pour un tourisme durable et inclusif, c'est l'objectif de la stratégie de développement touristique lancée en 2022. Le tourisme durable est défini dans le cadre de la stratégie touristique du pays, Farira Manihini, comme un tourisme qui vise à maximiser les bénéfices pour la population, que ce soit au niveau socio-économique, maximiser également la préservation de l'environnement et la mise en valeur du patrimoine culturel. 2023 aura été l'année des études, certaines menées pour dresser un état des lieux sur la destination et d'autres pour jauger l'avis de la population sur le développement du tourisme et pour établir un bilan carbone du secteur. La nouvelle étape qui débute est de co-construire un plan d'action grâce à un comité citoyen. Tahiti Tourisme recherche 20 bénévoles âgés de 16 ans et plus, issus des 5 archipels pour participer à 3 séances de réflexion. On souhaite vraiment intégrer la population, donc leur demander leur avis, qu'ils soient force également de propositions pour participer et contribuer au développement de notre tourisme. Mais également soumettre leur avis sur tel projet ou telle orientation que l'on souhaite prendre. Faire de Tahiti et ses îles une destination de référence, c'est bien. L'an dernier, 262 000 personnes ont visité le Fénois. On est encore loin de l'objectif à moyen terme fixé à 600 000 touristes par le président du pays. Donc, par exemple, il y a le schéma directeur de l'hébergement touristique qui est en cours d'élaboration et de réflexion. Donc, effectivement, avant d'atteindre ce cap, qui est un objectif affiché sur plusieurs années, il faut effectivement préparer cet objectif tout en s'assurant que la population soit intégrée à ce développement touristique et qu'il soit également raisonné. Le comité citoyen se tiendra à partir du mois de juin jusqu'au mois d'août. La restitution des travaux est prévue au mois de novembre.
Et on referme cette édition avec un mot de football pour suivre le beau parcours de Pirée en demi-finale face à Reva FC, demi-finale de l'AFC. Le match se poursuit en ce moment même au Stade Pater. Le score pour le moment 1-0 pour les Fidjiens de Reva sur penalty. Le vainqueur rencontrera en finale l'équipe d'Auckland City qui a gagné contre Magenta. Cette finale se disputera vendredi à 18h. On croise donc les droits pour Pirée. C'est la fin de ce journal que je vous remercie d'avoir suivi. Ce soir, ne manquez pas un entretien exceptionnel mené par Esther Cuneo avec le général Durieux, le directeur de l'Institut des hautes études de la Défense nationale. C'est à 19h25. Excellente soirée à tous. Yaurana. Retrouvez ce journal en replay sur notre site internet et notre application mobile TNTV.